Bien, mesdames, messieurs, chers collègues, chers amis, je voulais introduire ce panel en ma qualité de présidente d'honneur de la branche française de l'International Law Association, de l'Association de droit international, qui est une des organisatrices de cette journée en hommage à Emmanuel Gaillard, en rappelant qu'Emmanuel a toujours été un membre extrêmement actif de l'association et qu'il a, et ça je l'ai découvert en faisant une toute petite recherche pour cette journée, il est devenu membre de l'association dès sa soutenance de thèse. Donc il a soutenu sa thèse en 1981. En 1982, on le retrouve membre de la branche française de l'association. Et en 1988, au congrès de Varsovie, il devient membre du comité de l'arbitrage. Donc vous voyez, assez peu de temps. Entre-temps, il est devenu secrétaire général de la branche française et il remplace, comme membre du comité de l'arbitrage, Jean-Denis Bredin, qui était jusqu'à ce moment-là membre du comité de l'arbitrage de l'ILA. Il en prendra la présidence du comité de l'arbitrage dès 1990 et sous sa direction, sous sa présidence, il y aura 2 rapports qui immédiatement marquent en fait son idée de l'arbitrage et de l'arbitrage international, puisque le premier rapport va porter sur les règles transnationales dans l'arbitrage du commerce international, rapport qui sera fait en français. Et dès 1992, qui est donc la réunion du Caire, ce rapport sur les règles transnationales, j'accueille Éric Loquin qui va nous rejoindre. Alors finalement, je pense qu'on va reprendre Donc je termine avec le rôle d'Emmanuel au sein de l'Association de droit international. Donc il poursuit le travail sur les règles transnationales au Caire en 1992. Et puis, en 1994, on a déjà parlé de cela tout à l'heure, mais je trouve que c'est intéressant. En 1994, il propose au comité de l'arbitrage de l'ILA de travailler sur les arbitrages complexes. Et là, il tourne à l'anglais. Donc le rapport que Emmanuel signe avec ses co-rapporteurs pour la conférence d'Helsinki est un rapport qui est fait en langue anglaise. Et puis, il sera remplacé par Pierre Mayer, que je salue ici, en 1998 à la conférence de Taïwan, de Taipei. Il demeure donc très actif en tant que membre de l'association et je dois dire que son décès a été pour moi, et comme pour tous, un choc, mais je veux dire pour moi encore plus parce que il avait, et ça a été souligné tout à l'heure dans les témoignages, il avait accepté immédiatement, mais quand je dis immédiatement, c'était dans l'heure qui suivait le message d'invitation que je lui avais envoyé. Vous le savez certainement, en tout cas certains d'entre vous, nous allons fêter nos 150 ans l'année prochaine, en 2023, et je lui avais proposé d'être le président du Cercle des ambassadeurs que je commençais à constituer pour l'anniversaire des 150 ans de l'ILA. Il avait immédiatement accepté d'être le président de ce cercle des ambassadeurs et je remercie particulièrement Gabrielle Kaufmann-Kohler qui a accepté de reprendre le gant très généreusement et qui est maintenant donc la présidente de ce cercle des ambassadeurs. Mais je crois que nous allons penser, toi et moi, si je peux me permettre de te tutoyer en public, ce que d'habitude je ne fais pas, nous allons penser très fort à Emmanuel pendant toute cette année 2023, qui je crois aurait été une année aussi pour lui intéressante pour montrer finalement cette curiosité dont on a parlé tout à l'heure et qui pour moi était une des valeurs extraordinaires en plus de l'ami qu'il était. Voilà ce que je souhaitais vous dire pour cette introduction. Et je me tourne maintenant vers à la fois Dominique et Éric. Éric, est-ce que tu souhaites faire ta communication comme tu es prêt? Je préférerais, oui. Oui, très bien. J'attends depuis ce matin. Hein. Oui.
Merci beaucoup d'être là. Et puis, donc, je te donne la parole sur l'ordre juridique arbitral. Et puis, j'espère que nous aurons une discussion, parce qu'évidemment, vous avez tous quelque chose à contribuer à l'ordre juridique arbitral. Merci, Éric, Catherine. tu as la parole. D'abord, toutes mes excuses, mais j'ai été confronté à une fermeture totale de la Sorbonne ce matin, et n'étant pas prévenu, je m'apprêtais à repartir tristement à Dijon, quand j'ai reçu un coup de téléphone salvateur d'Ali Benchenem, je ne sais pas où il est, mais je le remercie. Voilà, donc le temps d'arriver pour vous parler de l'ordre juridique arbitral. Donc, je vous rappelle que c'est dans son cours à l'Académie de La Haye, professé en 2008, que Emmanuel Gaillard a développer cette idée d'ordre juridique arbitral. Son propos était complexe puisqu'il s'agissait d'étudier les représentations du droit de l'arbitrage, et il en avait retenu 3. Une première représentation qui assimilait l'arbitrage à une juridiction de l'ordre juridique du siège et qui avait comme conséquence que l'ensemble des règles applicables relevaient du droit de cet ordre juridique, même si la notion de siège était évidemment un peu flottante, parce qu'il y avait une conception objective du siège et une conception subjective du siège. La seconde représentation, le mot a été évidemment très bien retenu, c'était la conception westphalienne de l'arbitrage. La sentence flotte dans les limbes, mais elle est intégrée chaque fois qu'on la présente à l'exéquatur d'un État, et c'est finalement le droit de cet État qui validait ou ne validait pas ce qui avait été fait hors, finalement, tout ordre juridique quelconque. Et je pense qu'Emmanuel Gaillard n'a pas trouvé cette conception très satisfaisante, cette sentence flottante, pure faite, n'est pas très effectivement intéressant, je trouve. Et il a développé un troisième modèle, le modèle de l'ordre juridique arbitral. Alors, ce qui est très intéressant dans la pensée d'Emmanuel Gaillard, c'est que, contrairement à ce qui avait été jusqu'ici pensée, il considère que cet ordre juridique arbitral est l'enfant des États. Ce sont les États qui créent cet ordre juridique arbitral. La communauté des États, pas tous les États bien sûr, mais la communauté des États favorable, j'allais dire, à l'institution de l'arbitrage international. Et à partir de là, il considère, à partir d'une analyse phénoménologique, dans son cours c'est très clair, il constate d'abord, alors est-ce que c'est une bonne méthode, on pourra toujours en discuter, il constate d'abord que l'arbitrage est autonome, et ensuite il va chercher une explication de cette autonomie. L'arbitrage est autonome, et bien tout simplement parce que les arbitres sont libérés finalement du droit d'un ordre juridique quelconque, dans la détermination des règles de procédure, dans la recherche des règles de droit applicables, ce qui peut les conduire à appliquer des règles qui ne sont pas des règles de droit étatique. Et puis, surtout, il constate que, notamment dans la jurisprudence française ou dans la jurisprudence suisse, eh bien, cette autonomie de l'arbitrage est reconnue, et même elle est déjà rattachée à un ordre juridique, et l'on peut citer notamment les arrêts Fougerolles, rendus par la Cour d'appel de Paris en 90, qui constatent l'existence d'un ordre public véritablement international et d'application universelle, l'arrêt Westland rendu par le tribunal fédéral suisse, qui, là encore, fait appel à un ordre public transnational ou universel, incluant les principes fondamentaux du droit, qui s'imposent sans égard au lien du litige avec un pays déterminé, et puis surtout, les grands arrêts de la Cour de cassation française, Ilmarton et surtout Putrabali, puisque dans ce dernier arrêt, on nous dit que la sentence internationale, qui n'est rattachée alors, à aucun ordre juridique, c'est évidemment là que Emmanuel Gaillard, j'allais dire tic, est une décision de justice internationale dont la régularité est examinée au regard des règles applicables dans le pays où sa reconnaissance et son exécution sont demandées. Donc c'est déjà ce constat qui va ensuite permettre à Emmanuel Gaillard de théoriser la notion d'ordre juridique arbitral. Alors, là, Emmanuel Gaillard est bien conscient que c'est un véritable saut qualitatif que d'abord de constater l'autonomie des règles de l'arbitrage pour arriver à cette notion un peu mystérieuse d'ordre juridique arbitral.
Alors, il insiste d'abord sur une idée que je reprendrai tout à l'heure, c'est que les interrogations relatives à l'existence d'un ordre juridique arbitral ne reviennent pas à ressusciter le débat qui a eu lieu dans les années 90 du XXe siècle à propos de la lex mercatoria. Autrement dit, l'ordre juridique arbitral ne peut pas être assimilé à l'ordre juridique de la lex mercatoria, ordre juridique dont on a beaucoup discuté sur son existence, ordre juridique donc privé, transnational et privé, puisque c'est l'ordre juridique de la communauté des commerçants, comme on a écrit à Dijon bien souvent, de l'ensemble des commerçants du commerce international, communauté liée, merci, par des intérêts communs, qui sont les intérêts du commerce international, comme le dit notre article, je ne sais plus combien, du Code de procédure civile, comme il a changé, je ne me souviens plus de ce que j'avais appris au moment du changement, 1500 quelque chose. Voilà, et donc, à partir de là, Emmanuel Gaillard va théoriser, et il fonde sa théorie sur l'idée que l'ordre juridique arbitral est fondé sur la volonté, donc, de la communauté des États. Alors, ce faisant, il est très positiviste, il s'éloigne de toute conception ius naturalis de l'ordre juridique arbitral qui a pu être développé par d'éminents auteurs présents dans cet amphithéâtre, j'en reconnais quelques-uns, qui est l'idée que finalement cet ordre juridique arbitral autonome, eh bien, il est supérieur à l'ordre juridique des États, il est lié au droit naturel, ce que on a appelé la morale, finalement, universelle, mais elle n'est pas rattachée, finalement, à un ordre juridique étatique ou non étatique. Et pour Emmanuel Gaillard, c'est la convergence des ordres juridiques étatiques qui, par l'acceptation qu'elle manifeste, je le cite, du phénomène arbitral, en légitime l'existence, en acceptant de confier pour les parties qui l'ont voulu le pouvoir de juger les différends du commerce international, eh bien, les États reconnaissent le produit du processus arbitral qu'est la sentence, sans la contrôler au fond, et donc c'est la communauté de ces États qui confère un statut d'ordre juridique autonome à l'arbitrage international. Et il en résulte toutes les conséquences, tous les phénomènes qu'Emmanuel Gaillard constate dans le début de son étude. Alors, on peut bien sûr discuter autour de l'ordre juridique arbitral, j'ai l'impression que mon rôle est de le faire, en tout cas de vous proposer d'autres conceptions de l'ordre juridique arbitral. Des conceptions qui ont pu être développées par des auteurs, des conceptions qui, ça terminerait par elle, mais ce n'est pas par vanité, qui est la mienne, qui a beaucoup évolué d'ailleurs dans le temps, depuis l'ordre juridique de la lex mercatoria, et qui s'appuie en partie sur les travaux d'Emmanuel Gaillard, mais je dis bien seulement en partie. Alors, Emmanuel Gaillard, d'ailleurs, invitait toujours à cette discussion, il écrit « Les constructions doctrinales sont faites pour être discutées. Si l'on entend se préoccuper de philosophie du droit, écrit-il dans l'introduction de son cours, on ne se situe pas dans le domaine de la vérité scientifique, qui aurait à départager le vrai et le faux, mais simplement à proposer une réflexion sur là où les matières de concevoir l'organisation des rapports sociaux. » Alors, la discussion peut intervenir à deux niveaux. Certains auteurs arrivent au même constat qu'Emmanuel Gaillard, l'autonomie de l'arbitrage conduit à reconnaître l'existence d'un ordre juridique arbitral. Mais l'explication théorique de cette reconnaissance est différente. Et puis alors, il y a d'autres auteurs qui construisent une autre conception selon laquelle il n'y aurait pas d'ordre juridique arbitral, tout en reconnaissant par ailleurs l'autonomie de l'arbitrage international. Et j'avoue que, je vous le dis tout de suite, j'annonce la couleur, c'est ce que j'essaierai de développer à la fin de mon exposé. Donc il y a d'abord l'idée que l'ordre juridique arbitral serait fondé sur la nature privée de l'arbitrage. Alors cette représentation de l'arbitrage a été très bien développée par mon ami et collègue Jean-Baptiste Racine dans un substantiel article intitulé « L'autonomie de l'arbitrage international » qui a été publié à la Revue de l'arbitrage 2006. Le point de départ de la réflexion de Jean-Baptiste Racine, comme celle d'ailleurs d'Emmanuel Gaillard,
et le constat de l'autonomie de l'arbitrage international, autonomie présente à tous les niveaux de la procédure arbitrale, depuis la clause compromissoire qui est autonome jusqu'à la sentence également qui est autonome par rapport à tout ordre juridique étatique. Et Jean-Baptiste Racine donne de cette autonomie une explication très différente et même opposée à la théorie d'Emmanuel Gaillard. On se souvient qu'Emmanuel Gaillard considère que l'autonomie de l'arbitrage est le fruit de la volonté de la communauté des États, ou en tout cas de la majorité des États. Et Jean-Baptiste Racine, au contraire, écrit, je le cite, que l'arbitrage international ne peut être autonome que de manière autonome, sous l'impulsion des États, sans l'impulsion des États, autonome sans l'impulsion des États. Et je le cite, ne peut-on pas dire que l'arbitrage commercial international lui-même est une entité close qui a une individualité propre. Reprenant la pensée d'auteurs pluralistes, comme on dit, qui développent la théorie du pluralisme juridique, comme Oriou ou comme Santi Romano, eh bien, Jean-Baptiste Racine constate que l'institutionnalisation de l'arbitrage international est le trait caractéristique de son évolution contemporaine. Il explique que l'autonomie de l'arbitrage est synonyme d'auto-organisation et que l'arbitrage est autonome en ce sens qu'il s'organise lui-même et que les arbitres forment une véritable communauté et s'insèrent dans un système. Et l'arbitrage est devenu, écrit Jean-Baptiste Racine, un véritable système de justice. Voilà l'idée forte développée. Et donc, il insiste beaucoup, Jean-Baptiste Racine, sur l'idée que cette autonomie n'est pas le fruit de l'activité des États. Elle se développe sans que les États n'interviennent. Les États ne feraient que la reconnaître et en tirer des conséquences. Et notamment, ces conséquences seraient que le droit de l'arbitrage, évidemment, ça peut se discuter, le droit de l'arbitrage n'a pour seul objet que de coordonner cette autonomie de l'ordre juridique arbitral avec l'autonomie, avec les ordres juridiques étatiques, de fixer les conditions qui permettent pour un État de reconnaître l'autonomie de l'ordre juridique arbitral. Et en conclusion de l'article, Jean-Baptiste Racine écrit que ce caractère essentiellement privé de l'arbitrage lui confère son autonomie parce que l'arbitrage n'est pas une institution de l'État, au sens où son existence et sa légitimité lui sont extérieures. Donc on voit bien là que Jean-Baptiste Racine s'écarte beaucoup des conclusions d'Emmanuel Gaillard, qui lui voit dans l'arbitrage l'enfant des États, l'enfant de la communauté des États, et Jean-Baptiste Racine voit dans l'arbitrage un phénomène autonome que les États acceptent en essayant de fixer les règles du jeu, si j'ose dire, mais phénomène qui est extérieur à l'ordre juridique des États. Alors je développerai une dernière conception de l'arbitrage que je synthétiserai par une phrase. L'arbitrage est une justice autonome au service des ordres juridiques privés transnationaux. Justice autonome au service des ordres juridiques privés transnationaux. On voit déjà que je doute beaucoup de l'existence de l'ordre juridique arbitral, puisque je place cet ordre juridique dans d'autres ordres juridiques, qui ne sont pas d'ailleurs uniques, ils sont pluriels, les ordres juridiques privés transnationaux. Mais vous allez voir, je vais réintroduire la notion d'État, et sur ce point, je vais rejoindre la théorie d'Emmanuel Gaillard. Alors, le point de départ de cette représentation passe obligatoirement, me semble-t-il, par l'analyse même du concept d'ordre juridique. Qu'est-ce que c'est qu'un ordre juridique? Alors, c'est un débat, évidemment, que je vais caricaturer, parce que c'est tellement vaste. Il y a tellement d'auteurs qui ont écrit sur le concept que je suis bien en peine, en 5 minutes, de résumer toutes les pensées. Moi, je vais m'en tenir à ce qui me paraît, ce que j'ai toujours défendu dans ma carrière d'enseignant et de chercheur, c'est que les ordres juridiques sont pluriels. C'est-à-dire que je rejette d'emblée l'ordre juridique monolithique de Kelsen, ordre juridique égale État, point. Et je suivrai les traces de Santi Romano. Santi Romano conçoit l'ordre juridique, je le cite, comme l'institutionnalisation ou l'organisation d'un corps social, et j'insiste beaucoup sur le terme corps social. Ça a été le point de départ de ma réflexion. Si l'institution caractérise l'ordre juridique, l'existence d'un corps social préalable
que Santi Romano qualifie d'unité sociale effective, que l'institution organise est indispensable à l'existence d'un ordre juridique. L'émergence d'un ordre juridique est donc liée au processus d'institutionnalisation des groupes sociaux. On va les préciser. D'ailleurs, c'est ce qu'écrit Jacques Chevalier dans un très bel article qui s'intitule l'ordre juridique. Il écrit qu'il n'y a pas d'ordre juridique concevable si des individus n'ont pas conscience de faire partie d'un ensemble qui les englobe et les dépasse, et dont la personnalité propre est projetée dans une figure symbolique chargée de décliner l'identité du groupe et d'assurer la continuité des significations. Santi Romano part certes du constat de Kelsen, mais ne se limite pas à considérer que l'État serait le seul ordre juridique existant. D'où la thèse, il est assimilé au théoricien du pluralisme des ordres juridiques. C'est lui qui a, dans son ouvrage L'ordre juridique, publié au début dans les années 20, est le symbole même de la doctrine du pluralisme des ordres juridiques. Donc Santi Romano considère que toute institution est acte juridique. Alors, il va très loin, puisque la famille, pour lui, est un acte juridique, l'Église est un acte juridique, l'association de malfaiteurs est un ordre juridique. On pourrait même dire que les participants à une entente économique constituent un ordre juridique, dès l'instant qu'ils vont réguler les règles de leur entente, etc., etc. Et bien sûr, la communauté internationale des États, et là on arrive de nouveau à notre propos, est un ordre juridique. Alors, la question qui nous est donnée aujourd'hui, c'est de savoir si l'ordre juridique arbitral répond aux caractéristiques de l'ordre juridique tel que les auteurs pluralistes l'appréhendent. Et là, j'avoue que ça cadre mal. Ça cadre mal parce que je cherche en vain quel est l'ordre juridique, le groupe social qui est organisé par l'ordre juridique arbitral. Assurément, ce ne sont pas les arbitres. Les arbitres font peut-être, et pourtant on le sent arriver, cette idée ou ce principe dans les propos, d'ailleurs d'Emmanuel Gaillard, comme chez Jean-Baptiste Racine. Jean-Baptiste Racine nous dit « L'autonomie de l'arbitrage est synonyme d'auto-organisation. L'arbitrage est autonome en ce sens qu'il s'organise lui-même. » Alors, on a l'impression que ce sont quand même les arbitres qui sont institutionnalisés par l'institution de l'arbitrage. Et puis, Emmanuel Gaillard nous laisse penser aussi que les arbitres ont la perception forte qu'ils ne rendent pas la justice au nom d'un État quelconque. Et tout de suite, il précise immédiatement que les arbitres ont le sentiment d'exercer une fonction juridictionnelle au nom de la communauté internationale. Et là, a priori, quand j'ai commencé à lire Emmanuel Gaillard, lorsque son cours est arrivé, je dis « Ah oui, donc c'est bien la communauté internationale des États qui est l'ordre juridique d'où procède l'arbitrage commercial international. » Mais ce n'est pas tout à fait ça, l'ordre juridique arbitral dans la pensée d'Emmanuel Gaillard. L'ordre juridique arbitral ne se confond pas avec l'ordre juridique international, il est simplement le fils ou la fille de cet ordre juridique international constitué par la communauté des États. On a l'impression que la communauté des États a rendu autonome l'ordre juridique arbitral. Voilà, je crois, le cheminement de pensée d'Emmanuel Gaillard. Alors, en principe, je pense que l'arbitrage international, en réalité, est mis au service de différents groupes par la communauté internationale des États. Donc, ce n'est pas ni l'ordre juridique international, ni un ordre juridique par lui-même, per se, comme on dit en latin. C'est un ordre juridique. Il est mis au service d'autres ordres juridiques transnationaux de caractère privé. Bon, j'en ai retenu deux. Bien sûr, l'ordre juridique de la communauté des commerçants, l'ordre juridique marchand transnational, et l'ordre juridique sportif. Dans ces deux exemples, on voit très bien que l'État, les États, la communauté des États, et on essaiera de comprendre pourquoi en conclusion, met au service de ces ordres juridiques transnationaux, qui eux sont de véritables ordres juridiques. Bon, on a discuté pour
la Lex Mercatoria. Pour l'ordre juridique sportif transnational, ça ne fait plus l'ombre d'un doute, me semble-t-il. Hein. Donc on a cette volonté des États, et je vais essayer d'expliquer cela comme pourrait l'expliquer Santi Romano, la volonté des États de mettre au service d'ordres juridiques privés transnationaux l'institution de l'arbitrage telle qu'ils l'ont formaté pour ce faire, telle qu'ils l'ont conçu pour ce faire. Pourquoi, d'abord, les États, finalement, ont-ils fait cet effort extraordinaire d'imagination, en même temps de désengagement d'institutions qui, jusqu'à présent, étaient conçues comme des institutions liées à des ordres juridiques étatiques? Pourquoi ont-ils fait cet effort de concevoir que l'institution de l'arbitrage, voulue par eux, ça ne fait aucun doute, construit par eux, ça ne fait aussi aucun doute, est mise au service d'ordres juridiques privés? Il est certain, en tout cas, dès le départ, que l'arbitrage international n'a pas été mis au service des États eux-mêmes. Ça serait assez paradoxal qu'une justice privée soit créée par les États pour qu'elle gère leur fonction régalienne de juge. On peut peut-être l'admettre dans certains cas, mais je ne crois pas que ça puisse... Les États ont d'autres moyens de rendre la justice. Ils ont des organisations judiciaires. Bon. Alors, on va parler un peu d'abord des pouvoirs sportifs, avant de parler de la Lex Mercatoria. Les pouvoirs sportifs ont organisé l'espace sportif international en créant des normes de droit sportif, créées par les fédérations internationales, par le Comité international olympique, destinées à gérer cet espace transnational sportif, et dont le but même, la fonction même, ça se voit très bien quand on étudie les sentences rendues par le TAS, c'est de se libérer de l'application des droits étatiques. Pourquoi? Parce que les finalités de l'ordre juridique sportif international ne sont pas la finalité des ordres juridiques étatiques. Donc il s'agit de gérer un ordre juridique sportif. Antonio Rigosi, dans son magistral ouvrage consacré à l'arbitrage des litiges sportifs, écrit que la raison d'être de ce qu'il appelle la lex sportiva, c'est-à-dire des normes créées par cet ordre juridique sportif, tout comme celle de la lex mercatoria, le rapprochement est fait, réside dans l'uniformisation du droit dans un domaine d'activité sociale de dimension transnationale, en dépassant la discontinuité juridique provoquée par la dimension géopolitique étatocentrique de la planète. Il s'agit de libérer la lex sportiva de l'influence des législations étatiques. Et comment le faire? Comment faire pour que cette réglementation sportive constituant la lex sportiva, qui vise d'ailleurs non pas simplement les règles de l'activité sportive, mais qui a une vocation à s'étendre d'une façon inimaginable, elle régit l'éthique sportive, elle régit l'économie sportive, bref, elle régit un monde sportif transnational, et elle est la seule source de droit de cet ordre sportif transnational. Eh bien, comment faire? Eh bien, on a créé à Lausanne le tribunal arbitral du sport, qui est en situation de monopole, je dis bien de monopole, pour rendre des sentences intéressant l'ordre juridique sportif transnational. Pourquoi monopole? Eh bien, tout simplement parce que quand un sportif veut faire une activité de compétition, il signe une licence, et par un jeu bien connu de report, eh bien, cette licence renvoie au règlement olympique, renvoie au règlement des fédérations internationales, qui énonce que tout litige intéressant cet ordre juridique sportif est de la compétence du tribunal arbitral des sports de Lausanne. Quant aux arbitres de ce tribunal arbitral des sports de Lausanne, il est très varié, mais il est constitué de juristes spécialisés dans le droit sportif, mais aussi d'acteurs du droit sportif, de dirigeants sportifs, de représentants des athlètes, etc., etc. Donc, on a là un ordre juridique complet qui crée des normes, qui a une justice, l'arbitrage international qui les applique, qui les sanctionne, et même on a, et c'est ce qui fait la complétude de cet ordre juridique sportif, il a la possibilité de faire appliquer dans l'espace juridique sportif transnational ses propres décisions, parce que l'athlète qui ne les respecte pas, il est suspendu, ou il est éliminé de la vie sportive, ce qui est une sorte de peine de mort,
puisqu'on lui interdira de pratiquer son activité de compétition pour la vie, ou pour 15 ans, ou pour 2 ans, ou pour 1 an, etc., etc. Bref, on a vraiment là un ordre juridique qui sanctionne, qui a la capacité de sanctionner lui-même les sanctions qu'il prononce sous le contrôle du tribunal arbitral des sports. Mais le tribunal fédéral suisse ne contrôle pas le contenu des sentences. Il contrôle simplement que l'ordre public fondamental, les droits de la défense, la dignité humaine est sauvegardé par ces sentences. Ces sentences sont rendues une fois pour toutes et sont applicables une fois pour toutes dans l'ordre juridique sportif transnational. Alors je ne vais pas vous retracer l'histoire de la Lex Mercatoria, on a un phénomène un peu plus amoindri, un peu plus affaibli, parce qu'il n'y a pas cette unité, on a des autorités dans l'ordre juridique de la Lex Mercatoria. Les autorités, ce sont les institutions du commerce international qui créent des normes, Chambre de commerce internationale, les institutions corporatives qui créent des normes de droit. Puis on a l'arbitrage international qui a créé quand même des règles de droit applicables au fond, les règles de droit de notre code de procédure civile. On ne renvoie pas à la loi d'un État, on renvoie à des règles de droit que les arbitres sont libres d'appliquer ou de ne pas appliquer. Donc c'est un ordre juridique affaibli par rapport au précédent. Mais c'est le même phénomène fondamentalement. Il s'agit de créer un droit qui est adapté aux relations du commerce international. Emmanuel Gaillard a apporté sa contribution justement à la création de ce droit, en disant qu'il y a aussi les principes généraux du droit qui sont finalement des règles qui ont vocation, qui sont communes à la communauté des États et qui ont vocation à s'appliquer aux relations commerciales internationales et à écarter surtout les règles émanant d'un ordre juridique qui s'éloignent trop de la communauté internationale des États. Voilà. Alors, maintenant en conclusion, pourquoi les États, c'est ce que j'avais posé tout à l'heure comme question, pourquoi les États viennent-ils créer une justice propre aux ordres juridiques transnationaux? Bon, là, je crois qu'il faut de nouveau revenir à Santi Romano. Dans ses travaux, il y a une notion qui revient sans arrêt, c'est la notion de relevance ou d'irrelevance d'un ordre juridique par rapport à un autre. Un ordre juridique est relevant lorsqu'il est accepté, reconnu dans son existence par un autre ordre juridique, quel qu'il soit. Il est irrelevant, au contraire, lorsque un ordre juridique refuse de reconnaître son existence. La communauté des malfaiteurs, la mafia, Santi Romano et de Palerme, la mafia est un ordre juridique irrelevant, même s'il a toutes les caractéristiques d'un ordre juridique avec ses propres tribunaux, ses propres normes, ses propres autorités. Mais l'État refuse, en tout cas en principe, refuse de reconnaître ces normes et cette création juridique. Eh bien tout simplement parce que les États ont intérêt à ce que les ordres juridiques relevant l'ordre juridique des marchands, l'ordre juridique sportif, eh bien les États ont intérêt à ce que ces ordres juridiques privés transnationaux prospèrent. Et l'intérêt, c'est ce qui m'a beaucoup frappé en préparant cet exposé, l'intérêt est double. Il est double d'abord parce que sans l'arbitrage international, ces ordres juridiques transnationaux ne pourraient pas s'épanouir. Ce ne seraient pas des ordres juridiques. Ils n'auraient pas leur justice capable d'appliquer les normes qu'ils créent. Et les États ont intérêt à reconnaître la relevance de ces ordres juridiques en donnant force exécutoire aux sentences qui sont rendues à l'intérieur de ces ordres juridiques, parce qu'ils y trouvent leur intérêt propre. Le développement, les intérêts du commerce international, comme il est dit dans notre code de procédure civile, sont aussi des intérêts communs des États. Les États espèrent que le commerce international, il y a toute une littérature là-dessus prodigieuse, avec la mondialisation du droit, les États ont intérêt à ce que prospère le commerce international, pour que prospèrent également leurs économies nationales, et, j'allais dire, la richesse du monde, la richesse transnationale que le commerce international peut créer. Alors, on pourra toujours le contester, pas toujours vrai, mais quand même, c'est cette idée-là. Ça a commencé avec les travaux de Samuel Pisar dans les années 50. Il considérait que la paix mondiale résultait du commerce international. Voilà.
Ça y a longtemps, mais bon, c'est une idée qui perdure. Il faut l'admettre aussi, c'est pas faux. C'est pas toujours vrai, mais c'est pas faux. Bon. Donc les États ont cet intérêt-là. Et c'est pour ça qu'ils donnent l'arbitrage international à l'ordre juridique marchand. Mais surtout aussi, ils y trouvent un retour. J'ai l'impression que de plus en plus, les États ont instrumentalisé l'arbitrage international pour que l'arbitrage international se préoccupe et protège les intérêts fondamentaux des États. D'abord, ça a été une révolution dans le droit de l'arbitrage. On a permis aux arbitres de juger les litiges qui intéressaient l'ordre public. On leur a permis même d'annuler les contrats qui étaient contraires à l'ordre public. Et quand on lit la très belle jurisprudence actuelle de la Cour d'appel de Paris et de la Cour de cassation, qui reconnaît que dès l'instant qu'une sentence heurte l'ordre public, que je qualifierais de véritablement international, notamment des lois de police qui sont reconnues par la communauté des États comme protégeant des intérêts reconnus comme la communauté des États, la lutte contre la corruption, la lutte contre le blanchiment d'argent, le respect des droits fondamentaux, de l'humanité, eh bien, on voit que les États, finalement, par le contrôle qu'ils exercent, discret ce contrôle qu'ils exercent sur les sentences arbitrales, ils trouvent leur intérêt. Ces sentences viennent d'un ordre public qui n'est pas le leur, mais dès l'instant que ces sentences sont irrelevantes au sens de Santi Romano, eh bien la sanction arrive, la sentence n'est pas reconnue, ou la sentence est annulée. Donc il y a une première communication entre ces ordres juridiques privés et l'ordre juridique des États, sur lequel je conclurai. Idem pour l'ordre juridique sportif. Bon, alors c'est d'envergure un peu moindre. L'ordre juridique sportif intéresse les États parce qu'il permet d'abord l'organisation de compétitions sportives internationales. Si c'était un État qui organisait les compétitions sportives internationales, ça ne pourrait pas fonctionner. Il faut que ce soit hors les États. D'ailleurs, le droit sportif proclame haut et fort, à tort ou à raison, qu'il est neutre par rapport aux politiques étatiques. C'est pas vrai. On l'a vu récemment avec la mise hors jeu de toutes les équipes russes des compétitions internationales. Mais il y a d'autres exemples où, au contraire, l'ordre juridique sportif dit, moi, je ne prends pas en considération la politique des États, c'est pas dans mon ordre juridique. Bon. Et il y a aussi l'économie sportive qui n'est pas du tout négligeable. Ça produit de la richesse, les compétitions sportives internationales. Donc on a ce phénomène aussi où les États disent oui, très bien, nous on vient chercher notre part dans cette richesse produite. Donc ils ont intérêt finalement à ce que l'ordre juridique sportif prolifère, si j'ose dire, et surtout prospère. Donc ils acceptent parfaitement que les sentences rendues par l'ordre juridique sportif soient reconnues dans leurs ordres juridiques étatiques. À supposer d'ailleurs qu'on puisse les soumettre au contrôle des ordres juridiques étatiques. C'est la différence de l'ordre juridique sportif et de l'ordre juridique marchand. L'ordre juridique sportif, il n'a pas besoin de la force exécutoire des États. Et alors, j'en arrive à ma conclusion finale, j'espère que je n'ai pas été trop long, c'est que finalement, quelle est la place de l'arbitrage international dans cette représentation, pour reprendre la terminologie d'Emmanuel Gaillard, mon sentiment, et là je rejoins la pensée de Bruno Petit, système mi-public, mi-privé de justice internationale. Voilà comment Bruno Petit, dans sa philosophie de l'arbitrage, qualifiait l'arbitrage commercial international. D'abord, ce qui me paraît sûr, moi, c'est que l'arbitrage est un outil, ce n'est pas une fin. Donc ça ne peut pas être un ordre juridique étatique. Et il est à la frontière, en réalité, des ordres juridiques étatiques et des ordres juridiques privés transnationaux. Et je me demande, mais c'est ma représentation, dirait Emmanuel Gaillard, avec l'indulgence qu'il a toujours eue dans sa carrière, c'est ma représentation de l'arbitrage international. C'est un instrument de coordination des ordres juridiques privés transnationaux et des ordres juridiques étatiques, ou en tout cas des ordres juridiques de la communauté des États, qui favorisent l'arbitrage international. Merci. Cher Éric,
Éric, je crois que où se trouve Emmanuel Gaillard à ce moment, si nous parlons, je crois qu'il aurait été très heureux de t'entendre et de croiser le verbe avec toi. On l'a fait souvent dans d'autres lieux, dans des brasseries, voilà. Dans toute une soirée. Donc tous mes remerciements, et je crois les remerciements aussi de ceux qui sont présents dans cette salle pour toute ce que tu nous as donné finalement à réfléchir à partir d'Emmanuel Gaillard et puis aussi en marge de ce qu'il a pu nous dire. Du point de vue de notre organisation matérielle, vous avez tous vu sur vos programmes que nous sommes largement dans la pause déjeuner. Alors, il y a un petit décalage, on va faire une discussion, je crois que nous y tenons tous beaucoup. Je regarde Marie-Élodie, mais je crois que c'est très important d'avoir une discussion. Donc, ce que je vous propose, c'est de terminer à 13h15, donc ça nous donne presque 30 minutes de discussion. Et de toute manière, la pause déjeuner, elle est juste à l'extérieur, donc elle est beaucoup plus simple à organiser que nous l'aurions fait si nous étions à la Sorbonne. Et nous aurons 1 heure de déjeuner jusqu'à 14h15. Voilà. Donc, si tout le monde est d'accord, mais je pense que d'ailleurs, il n'y a pas forcément de discussion sur la question, je vais donc ouvrir la discussion. J'ai un peu tendance à profiter de la présence à la tribune de Dominique, mais je ne l'ai pas prévenu, donc il a le droit de prendre un joker. Mais surtout, ce que je souhaite, c'est trouver des mains apaisante autour de la salle pour me permettre de donner la parole. Et je crois que nous avons 2 jeunes femmes qui vont, avec des micro-baladeurs, vous permettre d'être entendues par tout le monde. Donc, qui veut commencer? Ah ben voilà. Donc, vous voulez bien vous présenter, puisque je crois qu'il y a une captation, donc c'est important qu'on entende les noms de ceux qui interviennent. Bonjour et merci de me donner la parole. Je suis Yacouba Sila Koïta, je suis doctorant en co-tutelle à l'Université de Toulon et à l'Université de Genève. Et c'est avec beaucoup d'enthousiasme que j'assiste à cet hommage qui est rendu au professeur Gaillard, parce que je lui dois beaucoup. C'est en effet la lecture de cet ouvrage dont on a tant parlé qui m'a inspiré mon sujet de thèse. Et bien que mon idée de départ, qui consistait à abonder dans le sens de l'existence d'un ordre juridique arbitral et à avancer, apporter une contribution au développement de cette théorie, ait évolué par la suite, j'ai eu l'occasion d'en discuter quelque peu avec le professeur Gaillard lors d'un colloque qu'il a animé à Sciences Po sur le droit comparé dans l'arbitrage, et on a suffisamment souligné son ouverture d'esprit, et je peux le confirmer, il a fait part de son souhait de lire ma thèse lorsque je l'aurai terminée. Bien que, je l'ai dit encore, mon idée avait évolué sur cette thèse de l'ordre juridique arbitral. Et donc, je suis tout à fait à l'aise pour faire part de ces idées, d'autant plus qu'elles se rapprochent beaucoup de celles qui ont été présentées par le professeur Loquin, et j'en suis grandement flatté. J'aurais beaucoup de points éventuellement à présenter au professeur Loquin. De vous limiter à un point? Tout à fait, c'est ce que j'allais dire. Je vais certainement en discuter avec lui plus tard, mais je vais me limiter à la question de la définition même de l'ordre juridique que le professeur Loquin a abordé. On sait effectivement que à côté de Santi Romano, les 2 autres auteurs qui ont eu à travailler davantage sur la notion d'ordre juridique sont Kelsen et Hart principalement. Et l'une des difficultés que pose l'idée d'ordre juridique transnational, en tout cas les critiques qui ont pu être adressées à ces idées, c'était que la définition de l'ordre juridique institutionnaliste et pluraliste sur lesquels elle s'appuie est trop large pour faire de presque tout et n'importe quoi un ordre juridique. Je voudrais soumettre l'idée au professeur Loquin et savoir ce qu'il en pense du fait que l'on puisse essayer d'introduire dans la définition de l'ordre juridique
l'idée de Hart qui est qu'un ordre juridique est un ensemble de normes primaires et secondaires, donc des normes de conduite et des normes de reconnaissance, de changement et de décision, et à partir de là, vérifier si la lex mercatoria et la lex sportiva sont des ordres juridiques avant d'envisager que l'arbitrage représente leur justice. Je voudrais savoir ce que le professeur Loquin en pense. Est-ce que cela ne rendrait pas la définition de l'ordre juridique plus rigoureuse et ne la rendrait pas plus acceptable aux yeux de tous? Merci. Merci beaucoup pour cette question. Éric, est-ce que tu veux bien répondre en quelques minutes, mais simplement, ma conception de l'ordre juridique, elle est beaucoup plus sociologique comme point de départ. C'est-à-dire qu'il y a toujours un groupe humain organisé, qui souhaite être organisé, qui accepte d'être organisé par une institution. Je crois que je ne suis pas très éloigné de ce qu'écrit Oriou et ce qu'a écrit Santi Romano. Hein, pour moi, c'est le point de départ. Et si vous voulez, mon sentiment, c'est que je ne voyais pas dans l'ordre juridique arbitral. C'est ce qui m'a fait un peu douter de son existence. Hein. La substance humaine manquait. Ce n'est pas uniquement abstrait, un ordre juridique. Alors, après, on a la notion d'institution qui arrive. L'institution, elle va ordonner le groupe humain en question. Et là, dans l'ex mercatoria, on a des institutions. Des institutions normatives, il y en a. Il y a une justice, qui est l'arbitrage. Tout ça, ça forme un ensemble qui peut constituer un ordre juridique. Mais on ne peut pas simplement dire que l'institution, que je qualifierais juridictionnelle d'un ordre juridique, soit en elle-même un ordre juridique. Voilà ma réponse. Elle fait partie de l'ordre juridique. Elle peut d'ailleurs venir de l'extérieur. Hein. Moi, j'ai toujours en tête une phrase d'Ibrahim Faldala qui m'a beaucoup inspiré quand j'ai écrit sur l'arbitrage, c'est qu'un ordre juridique se reconnaît par sa capacité à absorber les règles d'autres ordres juridiques. C'est une pensée qui me paraît très profonde. Et c'est ce qui se passe dans les ordres juridiques transnationaux. Ils absorbent des normes étatiques. Emmanuel Gaillard l'a bien montré. Et puis, eh bien, dans l'ordre juridique sportif aussi, notamment les principes de procédure, le respect des droits, l'état de droit. L'ordre juridique sportif affirmait un état de droit. Donc ça, ce sont des notions qui viennent des ordres juridiques étatiques, qui sont repris, intégrés, absorbés, parfois un peu transformés par les ordres juridiques subalternes. J'aime pas beaucoup le mot, mais au moins ça fait comprendre qu'il y a des ordres juridiques étatiques et puis des sous-ordres juridiques qui ont toujours un lien avec les ordres juridiques étatiques s'ils veulent être reconnus par eux. Hein, c'est sûr que l'ordre juridique de la mafia n'a aucun lien, en principe. Merci Eric. Alors j'ai une question ou une remarque par Pierre Maillère et puis ensuite je crois Sébastien Manciot, c'est ça, d'accord. Alors Pierre. Oui, je voudrais m'accrocher à la discussion qui vient d'avoir lieu pour dire que la théorie de Hart ne m'a jamais du tout convaincu parce que ça se situe dans le monde abstrait des règles et je suis beaucoup plus proche et à vrai dire je suis entièrement d'accord avec la position d'Éric Loquin, sa conception de l'ordre juridique. Je suis également d'accord avec tout ce qu'il a dit sur l'ordre juridique arbitral, sportif. En revanche, je suis un peu moins convaincu de l'existence d'une communauté organisée des opérateurs du commerce international, ce qui fait que s'agissant de cet aspect-là, à la place de l'ordre juridique, Éric Loquin y voit, moi je reste en fait westphalien. C'est-à-dire que je pense que l'arbitre, il est tout simplement autonome, il n'y a rien au-dessus de lui, et qu'il a ainsi une liberté dont il profite comme il veut, mais en étant bien entendu soucieux d'abord de rendre une bonne justice, et aussi de l'accueil de sa sentence dans les ordres juridiques étatiques, ou au moins dans un qui pourrait suffire. Voilà. Merci Pierre. Sébastien ? Sébastien Manciot, Université de Bourgogne. Moi, je voudrais revenir sur le concept d'ordre juridique arbitral qui me pose quand même problème. Et un problème qui vient de la définition qu'en propose Emmanuel Gaillard dans son cours de La Haye. Parce que dans son cours de La Haye, il explique que pour qu'il y ait un ordre juridique, il faut une certaine complétude et notamment que cet ordre juridique puisse répondre aux questions qui sont posées par les sujets de cet ordre juridique.
Et un ordre juridique arbitral, sauf erreur de ma part, un ordre juridique arbitral, il ne contient que des règles procédurales. Et la communauté des marchands à laquelle moi je pense qu'elle existe, je suis convaincu de son existence contrairement à Pierre Mayer, mais cette communauté des marchands, des entreprises, lorsqu'elle saisit l'arbitrage, elle veut évidemment des règles procédurales pour que la procédure puisse avoir lieu, se tenir, mais elle veut surtout qu'on lui tranche son litige et qu'on applique des règles de fond. Elle a besoin de savoir si le contrat est valable. Elle a besoin de savoir si, parmi l'acheteur ou le vendeur, qui a mal exécuté le contrat, qui est responsable. Et l'ordre juridique arbitral, il ne contient pas ces règles. Et voilà, j'ai du mal avec ce concept d'un ordre juridique qui soit purement processuel. Et dans mon approche, moi, je vois plutôt les arbitres comme étant les juges de l'ordre juridique transnational, apportant, parce qu'il me semble qu'un ordre juridique doit aussi avoir des juges. Un ordre juridique sans personne pour appliquer la règle de droit, les règles de cet ordre, ça me semble problématique. Donc voilà, ma conception, c'est une vision plus classique. Alors j'avais eu l'occasion d'en discuter avec Eric, j'avais eu l'occasion de le dire aussi à Emmanuel Gaillard lors de la dernière Paris Arbitration Week qui avait pu se tenir entièrement en présentiel avant la pandémie. Alors c'était lors d'une intervention qu'il avait pu faire devant le CFA, un événement organisé par le CFA. Il n'avait pas vraiment eu le temps de me répondre et ça restera un de mes regrets éternels, c'est de ne pas avoir plus croisé le fer avec lui sur cette question. Mais bon, on peut le faire et c'est une façon de lui rendre hommage. Merci Sébastien. Yann Klein-Esterkamp. Oui, merci Yann Klein-Esterkamp. En suivant Pierre et Sébastien, pardon, tu me pardonneras. La question que se soulève pour moi, c'est surtout qui est finalement les garants des intérêts publics? Qui va vraiment définir à la fin qu'est-ce qui est d'ordre public? Et c'est précisément ce qui aussi, moi, me dérange ou me provoque dans la théorie d'Emmanuel Gaillard, parce que en étant un comparatiste moi-même, je sais très bien que ce qu'on choisit comme ordre de référence va déterminer le résultat qu'on va obtenir dans cet exercice comparatif. Et la question que je me pose est comment est-ce qu'on va distiller vraiment ce qui est important pour le citoyen qui s'organise quand même dans des États et qui va aller marcher dans la rue s'il a l'impression que ses intérêts ne sont pas vraiment respectés de manière et dans une procédure légitime. Et donc la question de la légitimité des arbitres pour être ceux qui, à la fin, en dernière instance, trancheraient ce qui définit l'ordre public transnational. Merci beaucoup. Oui. Je suis d'accord avec vous. C'est là, et j'en reviens à ma notion de relevance et d'irrelevance. Je crois que, en tout cas dans le droit français de l'arbitrage actuel, il y a des principes fondamentaux que la Cour d'appel de Paris et que la Cour de cassation entend voir respectés par les sentences arbitrales, qui forment, à mon avis, un ordre juridique qui n'est plus véritablement un ordre juridique national, mais un ordre juridique transnational, un ordre juridique de la communauté des États, auquel, évidemment, les arbitres sont liés, sont soumis. C'est très clair dans la jurisprudence actuelle. Les lois de police étrangères, on ne va pas les appliquer parce que ce sont des lois de police étrangères. On les applique parce qu'elles satisfont les intérêts de la communauté internationale des États. Et ça, c'est très intéressant. Et moi, je crois, alors c'est toujours discuté depuis bien longtemps avec notre ami Pierre Mayer sur cette question, je crois qu'il y a un ordre public transnational que les arbitres doivent respecter. Il n'est pas très éloigné de celui des États, mais en plus, il y a autre chose. Il y a un ordre public international qui s'ajoute à celui de l'ordre public des États, de l'ordre public transnational des États, c'est l'ordre public transnational de la communauté internationale des commerçants, je pense. Alors, Pierre Mayer, il voit ça sous l'ordre moral. Il y a des comportements dans le commerce international qui ne sont pas corrects. Moi, je dis, ils sont illicites au regard de cet ordre public transnational de la communauté internationale des commerçants. On n'est pas très loin, c'est pas très éloigné. C'est une étiquette différente qu'on met sur le même phénomène, me semble-t-il. Alors, dans l'ordre juridique sportif, c'est très clair. Dans les arbitrages du TAS, on applique l'ordre public sportif, pas l'ordre public des États. Simplement, on fait quand même attention. Il faut que cet ordre public sportif ne heurte pas trop, parce qu'il heurte quand même. Il y a des points de tension.
l'ordre public transnational. C'est quand même très intéressant de voir que certaines décisions du TASS sont contestées devant la Cour européenne des droits de l'homme ou devant la CJCE. Parce que, bon, à un moment donné, l'une des parties, généralement le sportif, soutient que cet ordre public sportif fondé sur différents principes qu'on peut identifier, moi j'ai essayé de les identifier dans certains de mes écrits, sont contraires au droit de la concurrence européenne, et il y a eu du contentieux, voire aux droits de l'homme. Quand on file à la trace un sportif qu'on peut perquisitionner chez lui pour voir s'il ne pratique pas le dopage entre 9h du soir et 3h du matin, on peut se poser des questions sur la licéité de ces règles, qui sont d'ailleurs inspirées par des finalités qui sont respectables, la lutte contre le dopage. Ça fait partie de l'ordre public sportif transnational. Est-ce que ça fait partie de l'ordre public étatique dans ses modalités d'application? C'est un autre problème. Alors, très curieusement, je trouve, les juridictions internationales ont été d'une indulgence par rapport à l'ordre public sportif transnational, une indulgence qui est contestable. Lorsqu'on a validé, notamment le fait qu'on peut éliminer d'une compétition un sportif au motif que, parce que pour des raisons génétiques, il a un avantage sur ses concurrents, je ne suis pas certain que sur le plan des droits de l'homme, on les ait respectés. Ou quand on perquisitionne chez un sportif pour voir s'il ne se dope pas à son domicile la nuit, je ne suis pas certain que les droits de l'homme ont été respectés. Et pourtant, on regarde la finalité de la bonne cause, finalement, de la lutte contre le dopage. Ces décisions n'ont jamais été remises en cause par les grandes juridictions internationales, européennes en particulier. Merci beaucoup pour ces explications. Alors, oui, maintenant, ça y est, tout le monde veut prendre la parole. Alors, j'ai noté Brigitte Stern, ensuite Yas Bani-Fatimi, et puis je viens de voir Daniel Cohen. Donc, voilà, Brigitte. Merci de me donner la parole. Donc, c'est plus la peine que je donne mon nom, puisque tu l'as donné. En écoutant la conception d'Éric Loquin de l'ordre juridique arbitral, j'ai le sentiment que ce qu'il dit décrit bien l'ordre arbitral privé. Les exemples que tu as donnés, le commerce, les commerçants, les sportifs. Je pense qu'il manque quand même une dimension, et en ce sens, je rejoindrai beaucoup plus la conception d'Emmanuel Gaillard, qui est la dimension de l'ordre juridique arbitral, qui est vraiment fondé par les États d'une certaine façon. Je pense à la Convention CIRDI, je pense aux milliers de traités de protection des arbitrages, et ça c'est créé par les États. Donc je ne vois pas très bien comment ça s'inscrit dans ta conception, alors que la conception d'Emmanuel me semble beaucoup plus inclusive, puisque toute une partie est créée par les États et une autre partie est acceptée par les États. Donc voilà. Je suis d'accord avec la question qui se pose, pour répondre le plus précisément possible, c'est est-ce qu'on est dans l'ordre juridique de la communauté des États ou est-ce qu'on est dans l'ordre juridique marchand? Voilà. C'est une question d'appartenance, me semble-t-il. Est-ce que le droit des investissements fait partie de l'ordre juridique marchand ou est-ce qu'il fait partie de l'ordre juridique étatique? Moi, j'ai plutôt tendance à penser qu'il fait partie de l'ordre juridique étatique. Mais ma pensée n'est pas encore fixée sur ce point précis. C'est une des questions qui reste encore, à mon avis, à débattre. Je suis d'accord. Merci. Yas. Merci Catherine. Je voulais faire peut-être 2 points, et je ne pense pas trahir la pensée d'Emmanuel en disant ce que je vais dire. Je commencerai par peut-être dire ce que l'ordre juridique arbitral n'est pas dans la pensée d'Emmanuel telle que je la comprends. C'est clairement pas la lex mercatoria. Emmanuel s'est distancé de la lex mercatoria, il le dit clairement dans les aspects philosophiques. Il se distance aussi dans cette conception des marchands et d'une société des marchands qui est trop fragmentée et trop restrictive de ce qu'est l'ordre juridique arbitral. Il a une vision de l'ordre juridique arbitral qui est bien plus large, qui est bien plus englobante, et je pense dans la pensée d'Emmanuel que la lex sportiva en ferait partie. Le droit des investissements n'est qu'une modalité de l'arbitrage, donc il ne voyait, je pense, l'arbitrage comme un phénomène beaucoup plus large, beaucoup plus ample, qui a des sous-catégories dont ferait partie le droit du sport, dont ferait partie le droit des investissements.
Et donc ça n'a rien à voir avec le monde des marchands, c'est vraiment un ordre juridique propre avec, et alors là j'arrive à ce que c'est, et il a très bien décrit, il n'a peut-être pas fait pour ça, mais quand on lit ses écrits, son article sur la sociologie de l'arbitrage montre très bien en fait, et ça sous-tend cette pensée sur ce que c'est que l'ordre juridique arbitral, parce qu'on voit les acteurs. Et c'est un ordre juridique avec de véritables acteurs, avec non seulement les parties, les opérateurs du commerce international, l'arbitre qui a un rôle fondamental dans le respect de la norme, mais aussi les ONG, tous les acteurs un peu périphériques. Et on le voit, c'est vraiment un ordre juridique propre avec tous ces acteurs. Maintenant que ces acteurs empruntent à d'autres ordres juridiques, qui est un aller-retour permanent, qui est une absorption, comme vous dites, ça fait partie en propre de l'ordre juridique arbitral. Et si on fait une analogie avec le droit international est aussi posé, un peu comme Brigitte le dit, posé sur les États, les ordres juridiques étatiques. Il arrive, il est au-dessus, mais il est autonome et il peut s'imposer à eux, mais ils existent indépendamment l'un de l'autre, mais il y a aussi un dialogue constant entre les deux. Et c'est comme ça qu'ils voyaient l'ordre juridique arbitral, avec ce dialogue constant, cette interaction, cette articulation et cet emprunt non seulement d'acteurs qui peuvent être concurrents et l'un participant à deux ordres juridiques séparés ou à plusieurs, mais aussi qui contribuent l'un à l'autre à l'efficacité de la norme dans l'ordre juridique arbitral. Et là, je voudrais répondre aussi à ce que dit Sébastien. Ce n'est pas un ordre processuel, c'est un ordre véritable avec des normes propres et des normes de fond, les règles matérielles. Et ce qu'Emmanuel a vraiment écrit, il faut relire Emmanuel sur les règles matérielles, et un de ses derniers dada, qui était quand même la lutte contre la corruption, le montre bien. Il y a un véritable corpus de règles matérielles de droit de l'arbitrage qu'il ne faut pas négliger et qui font en propre partie de l'ordre juridique arbitral. Et ce qui est important dans la pensée d'Emmanuel, et là, en référence à ce que disait Yves Daudet tout à l'heure, on regrette beaucoup ce qu'Emmanuel aurait fait cet été à l'Académie parce qu'il m'avait fait part de il avait déjà son plan, et c'était un cours qui aurait fait justement beaucoup référence à l'articulation et au dialogue entre ordres juridiques. Et l'ordre juridique arbitral, prenant pied, Emmanuel était profondément positiviste, prenant pied dans l'ordre juridique étatique, en dialogue avec l'ordre juridique étatique et avec l'ordre juridique international, et chacun se servant l'autre et chacun pouvant aider l'autre dans son efficacité propre. Et par rapport à ce que dit Yann aussi, le garant, c'est l'arbitre, mais aussi c'est le juge. Et Emmanuel, dans sa pensée, c'était très important qu'il y ait un juge du contrôle à la fin, le juge de l'annulation et ou de l'exécution, et que ce juge du contrôle soit aussi garant de l'ordre juridique arbitral, à sa façon, mais en participant du point de vue de l'ordre juridique étatique. Donc ce dialogue entre ordre juridique était fondamental dans la pensée d'Emmanuel. On regrette qu'il ne le fasse pas ce cours, mais il ne faut pas l'oublier, et c'est vraiment un ensemble de règles matérielles aussi, il ne faut pas l'oublier non plus. Merci. Merci beaucoup, Yas. Alors, j'ai deux dernières questions. Là, on va devoir terminer. Donc, Daniel Cohen et ensuite Eric Ténier. C'est vraiment les deux dernières questions. Puis je veux laisser le dernier mot à Eric. Merci, je serai bref. Merci, Catherine. Je serai bref. Et deux remarques. La première, je partage exactement ce que vient de dire Yas sur les aspects substantiels. Ça n'est pas que processuel. L'ordre juridique arbitral, éventuellement. On peut y mettre, bien sûr, des principes de procédure. On peut y mettre beaucoup de choses sur des principes d'ordre substantiel. Yass a cité la lutte contre la corruption, on pourrait citer beaucoup d'autres principes, le principe de minimisation des dommages éventuellement, le principe par exemple du respect de la parole donnée, le principe éventuellement de la protection de l'investisseur. Reste à savoir finalement quelles sont les frontières entre les tenants de ce qu'on appellerait l'ex mercatoria, et puis les tenants de l'ordre juridique arbitral. Il peut y avoir des porosités, et on pourra dire oui mais ça c'est de la lex mercatoria ou c'est autre chose. Il n'en reste pas moins qu'un très grand nombre de ces principes ont été dégagés par des sentences arbitrales internationales où il y a un effet de répétition, où il y a un effet de convergence, ce que Bruno Petit appelait justement la jurisprudence arbitrale internationale. Ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque, elle me semble fondée aussi sur l'existence même d'un ordre juridique arbitral. Il n'est pas tellement question aujourd'hui de savoir si on est arrivé à sa finitude ou à sa complétude. Et là encore, la question, c'est déjà de son émergence, puisque la question se pose à deux principes. Et là encore, les débats qui ont eu lieu sur l'ex mercatorial montrent bien. Bruno Petit, là, oui, dit aussi également, je crois que ça rejoint exactement ce qu'a dit Emmanuel sur ces aspects-là, c'est effectivement une question déjà d'émergence de cet ordre juridique arbitral. Et le fait de le voir éventuellement émerger, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, il y a bien sûr de la philosophie derrière, et le titre de son ouvrage le montre bien, mais au-delà de ça, c'est peut-être aussi un signe d'évolution. Donc on verra effectivement ce que l'avenir nous dira de cette émergence
si elle se concrétise un peu plus, un peu moins pour certains, ou pas du tout, si elle sera attaquée. Mais il me semble qu'en tant que tel, c'est ce phénomène d'émergence qui est beaucoup plus intéressant que le phénomène de complétude. Les ordres juridiques internes sont toujours objets ou sujets à évolution de la même manière. Ils peuvent être complets au sens philosophique du terme. Il n'en reste pas moins qu'ils vont s'enrichir ou s'appauvrir parfois au gré des évolutions ou du temps qui passe. Merci. Merci beaucoup. Juste un mot. Il me semble que personne n'a pour le moment utilisé le concept d'harmonie. Parce qu'en fait, ce qui nous importe à tous, dans tout ce que nous sommes en train de discuter, c'est d'arriver à l'harmonie des solutions internationales. Tous, chacun dans notre rôle. Et donc, la porosité dont parlait Yas, ou ce que tu as expliqué aussi, me paraît absolument nécessaire, parce que les acteurs sont constamment en train d'interférer les uns avec les autres vers un but commun qui est ce but d'harmonie. Et je crois que pour Emmanuel, c'était fondamental. En plus, excusez-moi, mais c'était vraiment le pilier de sa vie. Donc, je crois que là, il ne faut pas louper cet objectif commun. Éric, vous avez la dernière, Éric Tény, vous avez la dernière question, et je veux après que Éric Lauquin puisse... Ce sera très bref. Dans son fameux article, Emmanuel définissait l'ordre juridique arbitral en disant qu'il y avait effectivement des critères distinctifs de l'ordre juridique en général, auxquels l'ordre juridique arbitral lui paraissait appartenir. Et par exemple un caractère cohérent et complet de normes avec un certain degré d'impérativité. Il y avait aussi dans sa définition la reconnaissance par les ordres juridiques différents, on l'a dit, de l'ordre juridique arbitral. Or, en matière de droit de l'investissement, puisque Brigitte en a parlé et Yas aussi, est-ce que le fait qu'aujourd'hui on a un ordre juridique européen conséquent, c'est-à-dire qui, par le biais de la Cour de justice, interdit les arbitrages intracommunautaires dans sa sphère. Donc, on ne parle pas de dialogue, là, entre l'ordre juridique étatique et l'ordre juridique arbitral. Il ne faut pas me mettre sur ce sujet. Non, mais, parce que là, on est parti, vous n'aurez plus de pause de déjeuner. Il y a peut-être un dialogue, il y a peut-être un dialogue, mais en tout cas, c'est un dialogue sanguin. Et il n'y a pas de dialogue. Est-ce qu'il suffit de dire, c'est pas grave, de toute manière, les sentences ne sont pas annulées, si c'est des sentences CIRDI, ou si le siège du juge de l'annulation est en dehors de l'Union européenne. Est-ce que ça suffit pour dire qu'il y a quand même un ordre juridique de droit de l'investissement parce qu'il n'y a pas besoin qu'il soit reconnu par la communauté des États, tout en disant dans le même temps que quand même les arbitres appliquent des normes qui sont des normes générales acceptées par la communauté des États. C'est aussi dans la définition qui est donnée de l'ordre juridique arbitral. Et là, on voit que ce n'est pas le cas. Donc où est la frontière ? Et est-ce que ça ne décrédibilise pas, enfin, c'est vraiment une question tout à fait ouverte, parce qu'on ne peut pas penser à tout, à la Lex Mercatoria, à la Lex Sportiva. Est-ce que justement, cette théorie de l'ordre juridique arbitral n'a pas du plomb dans l'aile au regard d'un pan d'activité qui est très conséquent aujourd'hui, le droit de l'investissement, c'est fondamental, avec les développements récents depuis Achmea et Comstroy. Merci beaucoup. Alors, Éric, tu as le dernier mot en 2 minutes parce qu'on doit terminer. Le débat a été riche et montre qu'il n'est pas du tout clos, hein, et c'est très bien. Moi, je voudrais insister sur... moi, je suis un lex mercatoriste d'origine, hein, j'ai la filiation du Crédimi derrière moi, et l'approche de la communauté des marchands à travers la lex mercatoria a une époque. C'est une époque. C'est une époque où on avait le sentiment que l'ordre juridique marchand avait besoin de normes adéquates qui n'étaient pas fournies par les États. C'est beaucoup moins vrai maintenant. Et je dirais, alors je reviens sur ce qu'a dit Catherine, et c'est tout à fait juste, les États maintenant participent à la création de la lex mercatoria. Hein. Quand on voit les sentences qui appliquent unidroit, par exemple, d'où ça vient unidroit ? Ça vient de la communauté des États. Il n'empêche que ça a été reçu par l'ordre juridique de la lex mercatoria et que les sentences maintenant appliquent les principes unidroits sur le fondement des règles de droit, pas d'un droit étatique. Donc là, on a des interférences considérables. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé dans la thèse développée par Emmanuel Gaillard, c'est cette idée qui est fondamentalement juste, qui m'est apparue fondamentalement juste à tel point que je me suis dit, mais comment ça se fait qu'on n'en a pas dit avant ? C'est que ce sont les États qui ont fait l'arbitrage commercial international. Ce n'est pas la lex mercatoria. On l'a dit parfois à tort, à mon avis. C'est vrai que dans les travaux fondateurs de Berthold Goldman, il dit que le droit de l'arbitrage international procède de l'ordre juridique marchand. Ce n'est pas vrai.
finalement, c'est pas vrai, c'est très clair. Ce sont les États qui ont forgé l'outil. Ils l'ont forgé. Simplement, pourquoi l'ont-ils forgé? C'est ça mon interrogation. Ils l'ont forgé parce qu'ils avaient intérêt à ce que des ordres juridiques transnationaux privés aient un outil juridictionnel qui soit efficace. Et c'est toute la construction par les États du droit actuel de l'arbitrage international. Donc moi je sors complètement, je rejoins Emmanuel Gaillard, je sors complètement l'arbitrage international des ordres juridiques transnationaux. Les ordres juridiques transnationaux, ils se servent d'un outil qui a été forgé par les États. Et c'est ça qui est intéressant. Pourquoi? Moi, la question que je me suis posée, pourquoi les États ont-ils forgé cet outil? C'est pas pour eux, un petit peu quand même. Un petit peu quand même, je suis d'accord. Notamment dans l'arbitrage des investissements. Non, mais bien avant. L'arbitrage, c'est un outil que les États ont forgé pour leur propre... Non, mais pas l'arbitrage commercial international. Non, l'arbitrage entre États, commercial international, c'est greffé sur quelque chose qui existait précédemment. Peut-être. Enfin bon, ça, en tout cas, je retiens que ce sont les États qui ont forgé l'outil. Hein, voilà. Après, je me pose la question de savoir pourquoi ils l'ont forgé. Ils ne l'ont pas forgé pour un ordre juridique arbitral. C'est ça. Pardon, Éric, je t'avais promis d'avoir le dernier mot, mais là, je ne peux pas, parce qu'en fait, vous me connaissez tous trop bien. En réalité, je me souviens de mes discussions avec Aaron Broches, qui est quand même le père de la Convention CIRDI. Aaron était aussi un pilier de l'International Law Association. Et je me souviens de croisières sur le Nil au Caire avec Aaron. Et lui disait lui-même qu'il s'était inspiré de ce qui existait précédemment. Et aussi quand il avait vu que le développement de l'arbitrage du commerce international, donc à l'époque, nous sommes en 1960, 1950-60, pouvait fonctionner. Donc il avait mis toute cette expérience au service de la Convention CIRDI. Pardon d'avoir usurpé mon poste, ma fonction de présidente. Merci beaucoup pour votre présence.